Hello people, comment ça va? On est Alex et MJ et bienvenue à notre masterclass intitulée De zéro à pro, 7 secrets pour donner un look cinématographique à tes vidéos sans dépenser des milliers en équipement. Honnêtement, on est vraiment content de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui, mais surtout, on est honoré que vous preniez le temps de nous écouter. Ça va être nice. Notre but dans la prochaine heure, c'est de vous partager le plus de contenu de qualité que possible parce que la dernière chose qu'on veut, c'est perdre votre temps. Vers la fin du masterclass, on va aussi vous montrer la meilleure façon d'implémenter tout ce qu'on a recouvert aujourd'hui et on va aussi partager avec vous les 4 étapes à suivre si tu souhaites transformer ta passion pour la caméra en revenu. On a personnellement aidé des centaines de personnes à le faire, alors on n'a aucun doute qu'on puisse t'aider toi aussi. Alors rapidement, on est qui? On est Alex et MJ on the go, un couple franco-canadien et depuis les dernières années maintenant, notre travail consiste à produire du contenu vidéo et aussi photo autour du monde. Nos projets nous ont menés à voyager dans plus de 30 pays à travers le monde et produire du contenu non seulement pour nos propres réseaux sociaux, mais aussi pour des entreprises aux 4 coins de la planète. Aujourd'hui, on a la chance d'être de réels nomades digitaux et de travailler de n'importe où dans le monde à faire ce qu'on aime, soit voyager et faire de la production vidéo et de la photo. On a la chance de voyager à des endroits exotiques qu'on rêvait de visiter depuis toujours, de faire des activités qu'on n'aurait jamais osé imaginer, d'essayer différents plats locaux, de rencontrer des gens incroyables, mais surtout de vivre une vie où chaque jour est différent. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, en fait, 4 ans passés, on savait plus ou moins bien utiliser un appareil photo. Honnêtement, nos montages y étaient ordinaires. Nos vidéos avaient un look amateur. Et ce qui nous énervait, c'est qu'on voyait souvent des vidéos sur Internet qui avaient un look pro, un look cinématographique, et c'est ça qu'on voulait. On voulait cette facture visuelle-là. On avait beau essayer, mais on n'avait aucune idée comment faire. On n'avait aucune idée comment avoir un meilleur rendu visuel. Alors comme tout le monde, on a commencé à passer des heures et des heures à faire plein de recherches sur YouTube. On regardait un tuto et on pratiquait. On regardait un tuto et on pratiquait. On a répété ça pendant des centaines d'heures. C'était long, c'était pénible, mais après environ 2 ans d'essais et erreurs, on a trouvé. On a finalement trouvé la formule magique pour donner un look cinématographique à nos vidéos. Nos vidéos sont finalement passées d'un look amateur à un look pro. Puis grâce à ça, aujourd'hui, on gagne notre vie avec la production vidéo et on a la chance aussi d'enseigner tout ce qu'on connaît à des gens aux 4 coins de la planète via notre formation en ligne Filmmakers on the Go. Et ça n'a pas besoin de te prendre autant de temps que nous pour devenir un pro de la vidéo. Ça peut être beaucoup plus rapide. Yes, fait qu'aujourd'hui, on veut vous partager certains du contenu qui se retrouve à l'intérieur de notre formation Filmmakers on the Go, puis on commence ça maintenant. Là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est seulement l'équipement qui fait qu'une image a l'air professionnelle ou amateur. Souvent, quand quelqu'un publie une belle vidéo ou même une belle photo sur les réseaux sociaux, la question qui revient le plus souvent dans les commentaires, c'est « Quel appareil as-tu utilisé? » Malgré que oui, le fait d'avoir une bonne caméra et des bons objectifs va ajouter une certaine facture visuelle pro à tes images, c'est pas tout ce qui fait la différence. En fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent t'aider à améliorer le rendu final de tes images et ça, même si tu n'as pas le meilleur équipement sur le marché. Nous, quand on a commencé, on n'avait presque rien. On avait un petit boîtier Sony A6000, un objectif 16-50 mm, une GoPro Hero 3 édition Black et un MacBook Pro chacun sur lequel on avait téléchargé une vieille version d'Adobe Premiere Pro pour faire nos montages. On n'avait pas de stabilisateur ni plein d'objectifs, mais bref, c'est pas ça qui nous a empêchés de produire du contenu vidéo de qualité en plus d'être capable de bâtir notre portfolio. Pourquoi? Parce qu'on savait utiliser notre équipement. C'est pas parce que tu donnes un pinceau à quelqu'un que cette personne-là va être capable de te peindre la Mona Lisa. La même chose s'applique en vidéo. Que tu utilises ton téléphone intelligent ou même une Red Dragon pour produire tes vidéos, si tu sais pas t'en servir, tu pourras pas produire du contenu de qualité. Alors non, t'as pas besoin d'un drone, t'as pas besoin de stabilisateur, t'as pas besoin du meilleur boîtier quand tu commences. Un des meilleurs exemples qu'on peut vous montrer, c'est une vidéo qu'un des membres de Filmmakers on the Go a produit. Max utilise seulement un petit boîtier Sony A6500 et voici une de ses plus récentes vidéos.
Ça, c'est nice. Non, mais c'est malade! C'est malade. Puis Max, dans le fond, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé des principes de base de filmmaking. Il a mélangé ça, évidemment, à des bonnes techniques de montage, puis ça a donné le résultat que vous avez vu. Là, évidemment, on n'a pas le temps de passer à travers tous les principes de base qui existent, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous en partager 7 qui vont, selon nous, instantanément changer le look global de toutes vos productions vidéo. Premièrement, le nombre d'images par seconde. Ça, c'est le nombre de photos que ta caméra prend dans l'espace d'une seconde pour créer une seconde de vidéo. Les caméras récentes ont au moins 3 options, 24, 30 et 60 images par seconde. Nous, on tourne toutes nos vidéos en 24 images par seconde parce que c'est comme ça que sont tournés les films au cinéma. C'est le look cinématographique. Pourquoi? Parce que quand on passe d'une image, d'une photo à une autre, on peut percevoir du flou de mouvement, ce qui est une bonne chose. Puis quand on regarde des films, notre œil est habitué à voir ce flou de mouvement. C'est pourquoi on veut reproduire cet effet-là dans nos vidéos et tourner en 24 images par seconde. Le seul temps que tu vas vouloir tourner à un ratio plus élevé, disons 60 ou même 120 images par seconde, c'est si tu veux faire du ralenti. On n'entrera pas en détail là-dedans aujourd'hui, mais sachez qu'on en parle davantage dans notre formation. Deuxièmement, la composition d'images. La composition d'images, c'est l'agencement des éléments visuels dans ton plan. Le but de la composition d'image, c'est de guider le regard du spectateur vers le sujet principal de ton plan et c'est pourquoi c'est l'un des éléments les plus importants en photo et en vidéo. Là, il y a plusieurs règles de composition, mais dans ce masterclass-ci, on va t'en partager 3 qu'on utilise souvent. Numéro 1, la règle des tiers. La règle des tiers consiste à diviser ton image, ton cadrage, en 9 parties et de placer le ou les éléments principaux sur les lignes et ou les intersections du quadrillage. Alors, par exemple, si ton sujet c'est une personne, essaye de toujours aligner les yeux avec la ligne horizontale supérieure, comme dans cet exemple. Si ton sujet est un paysage, alors là, tu veux placer l'horizon sur une des lignes horizontales, soit celle du haut ou celle du bas. Et celle que tu vas choisir va dépendre de ce que tu veux que le spectateur regarde, soit le sol ou le ciel. En règle générale, évite de placer l'horizon en plein centre de ton image et aussi assure-toi qu'il soit droit parce que des horizons croches, c'est laid. La plupart des caméras, même les téléphones intelligents, ont une fonction grille qui te permet de voir une grille par-dessus ton image pour t'aider à mieux composer tes plans. Nous, personnellement, on garde toujours cette fonction-là allumée, puis je te conseille de faire la même chose parce que ça aide vraiment à composer ton image. La deuxième règle de composition, c'est les lignes directrices. En gros, ce sont des lignes naturelles dans ton arrière-plan, dans ta scène, qui pointent vers ton sujet principal. Les lignes directrices sont partout. Ça peut être des routes, des bâtiments, des clôtures, des ponts, des rivières, des ombrages, etc. Alors, ce que tu dois faire sur le terrain, c'est de positionner ton sujet là où pointent les lignes. De cette manière, le regard de ton spectateur sera inconsciemment toujours attiré vers ton sujet. Là, ce qui est bien avec les lignes directrices, c'est que ça crée du mouvement et de la profondeur dans ton image, chose qui nous apporte à notre troisième truc de composition. La profondeur. La profondeur, c'est l'espace qui sépare ton sujet de ton avant et ou de ton arrière-plan. Là, il y a 2 façons de créer de la profondeur. Numéro 1, c'est en décollant ton sujet de l'arrière-plan ou numéro 2, en plaçant quelque chose de flou en avant-plan. Pour l'option 1, assure-toi que ton sujet n'est pas collé sur un mur. Tu veux que ça respire, tu veux qu'il y ait de l'espace. Aussi, assure-toi de régler ta caméra à une grande ouverture pour que l'arrière-plan soit le plus flou que possible. Plus l'ouverture est petite, donc fermée, plus tout sera net et au foyer. Donc, ouvre-la le plus que possible et tu vas avoir de la belle profondeur. Pour l'option 2, place quelque chose de flou en avant-plan et garde ton sujet dans l'arrière-plan au foyer. Ça peut être des feuilles, un mur ou même quelqu'un. Tant et aussi longtemps que cette chose est floue, tu vas réussir à créer une belle profondeur avec ton sujet. Aussi, ce qui est bien avec ça, c'est que ça va créer du mouvement dans ton plan. Comme dans cette image ici où j'utilise le mur pour dévoiler le sujet dans l'arrière-plan. On a l'impression que tout bouge, ce qui crée un effet vraiment cinématographique. Le troisième truc, c'est la lumière. Il y a 2 types de lumière, la lumière artificielle et la lumière naturelle. Comme le but de ce masterclass, c'est de vous donner des trucs pour améliorer vos vidéos, peu importe l'équipement que vous utilisez, on va se concentrer ici sur la source de lumière que tout le monde a accès, le soleil, la lumière naturelle. Alors, les meilleurs moments de la journée pour filmer et avoir le meilleur éclairage, c'est pendant les Golden Hours. Le Golden Hour, c'est la première heure après le lever du soleil et la dernière heure avant le coucher de soleil.
La raison pour laquelle ces heures-là sont les meilleures pour filmer tes vidéos ou même pour prendre tes photos, c'est parce que les couleurs sont riches, les couleurs sont chaudes et c'est aussi le moment parfait de la journée pour avoir des super reflets de lumière. Comme dans cet exemple-ci où on a utilisé des petites cloches dorées pour dévoiler les rayons du soleil qui apparaissent et entrent dans la lentille. Du moment que tu peux trouver quelque chose pour dévoiler les rayons, que ce soit un arbre, un mur ou littéralement la tête de quelqu'un, tu vas réussir à avoir de super reflets. Comme dans cet exemple qu'on a tourné au lever du soleil en Thaïlande. Si on avait tourné cette scène en pleine journée, nos images auraient été plus banales et ordinaires, comme dans cet exemple qu'on a trouvé sur YouTube. Le look est beaucoup moins cinématographique. Donc oui, choisir le bon moment de la journée pour filmer tes plans fera toute la différence. Aussi, si vous avez un sujet devant la caméra, on vous conseille fortement de le placer de sorte à ce qu'il fasse dos au soleil. Ça va éviter les yeux plissés et l'éclairage sera aussi beaucoup plus doux sur le visage. Aussi, comme le soleil provient de derrière, ça va créer un beau reflet tout au long de la chevelure et de l'épaule, ce qu'on appelle un backlight ou lumière contre-jour en français, ce qui va découper ton sujet de son arrière-plan. Le prochain truc qui va vous permettre de dynamiser vos vidéos, c'est en filmant vos scènes en utilisant différents plans de caméra. Une des plus grandes erreurs que font les débutants dans leurs vidéos, c'est qu'ils ne varient pas leur plan de caméra. La plupart font que des plans larges, ce qui fait qu'on ne voit pas l'environnement de la même manière que si on avait été là nous-mêmes sur place. Il existe environ 6 plans de caméra communs qui sont importants de connaître. Le plan large qui sert à montrer où et à quel moment de la journée se situe l'action. Le plan pied qui montre un sujet de la tête aux pieds, mais sans qu'il remplisse forcément toute l'image. Le plan taille ou moyen où le sujet est cadré de la taille jusqu'au-dessus de la tête. Le plan buste qui cadre le sujet des épaules jusqu'au-dessus de la tête. Le gros plan, c'est un plan rapproché de ton sujet. Et le très gros plan, c'est un plan qui se concentre sur un détail précis de ton sujet. L'idée, c'est de filmer la même scène de différents points de vue, alors en utilisant différents plans de caméra pour que tu puisses varier tes plans dans ton montage et rendre ta vidéo beaucoup plus dynamique. Comme ça. Donc, quand tu filmes, essaie de penser à plusieurs façons de montrer ton environnement en utilisant différents plans de caméra. La 5e façon de donner un look pro à tes vidéos, c'est en incorporant du mouvement à tes plans. Pendant notre premier tour du monde, tous nos plans étaient fixes. On traînait avec nous un trépied et on l'utilisait tout le temps. Et pour être franc, moi je pensais que c'était la chose à faire. Mais j'avais pas raison. C'est seulement 1 an plus tard que j'ai compris que pour donner un vrai look pro et cinématographique à tes vidéos, qu'il fallait y ajouter du mouvement. C'est donc à ce moment-là qu'on a acheté un stabilisateur 3 axes. Sans farce, ça a changé le look de nos vidéos du jour au lendemain. Le simple fait d'être capable de faire des push-in, des push-out, des parallax de manière fluide a complètement changé notre perception de comment faire des vidéos. Maintenant, il y a du mouvement dans tout ou presque nos plans. Mais bon, on le sait, c'est pas tout le monde qui peut se permettre un stabilisateur en commençant. Alors comment est-ce que tu fais pour ajouter du mouvement à tes plans si tu n'as pas de stabilisateur? Tout simplement, tu les fais à main levée. Honnêtement, aujourd'hui, je tourne beaucoup moins avec mon stabilisateur qu'avant. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que j'ai pas toujours le temps de le sortir et de le balancer. Je dois faire ce qu'il y a de plus rapide et ça, c'est d'utiliser des techniques avec mes mains. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter dans une des leçons de notre formation Filmmakers on the Go et on va vous montrer différentes techniques qu'on utilise au quotidien pour obtenir des mouvements fluides sans stabilisateur. Numéro 1, vérifie si ta caméra et tes objectifs ont un système de stabilisation interne. Habituellement, ça va être écrit sur ton appareil et sur tes objectifs, alors s'ils en ont un, assure-toi qu'il soit activé. Ça va faire toute la différence. Par exemple, voici un plan tourné avec la stabilisation interne de la caméra désactivée. Là, tout ce que j'essaie de faire, c'est un plan fixe. Alors, j'essaie de ne pas bouger, mais clairement, on peut quand même voir tous les petits tremblements dans l'image. C'est pas super nice. Maintenant, voici le même plan, mais cette fois-ci avec la stabilisation interne de la caméra activée. C'est beaucoup mieux.
Je te suggère aussi, si tu as l'habitude de faire ta mise au point manuellement, de ne pas le faire pendant ton mouvement. En gros, là, tu ne veux pas jouer avec l'anneau de mise au point parce que ça va faire bouger ta caméra. Alors, soit que tu fais ta mise au point au préalable ou que tu règles ta caméra en focus automatique. Finalement, plus l'angle de vue de ton objectif est grand, moins on va voir les tremblements et les faux mouvements, comme dans cet exemple où j'utilise un objectif 16 mm. Si par contre, j'utilise un objectif 100 mm, c'est beaucoup, mais beaucoup moins fluide. Comme on est beaucoup plus zoomé sur notre sujet, n'importe quel petit mouvement est vraiment accentué. Ce qui n'était pas visible avec l'objectif 16 mm l'est maintenant avec l'objectif 100 mm. Donc, plus l'angle de vue de ton objectif est étroit et plus tu es zoomé dans ton image, plus ça va être difficile de faire des beaux mouvements. Bon, c'est sûr que tu peux pas toujours tourner avec des objectifs grand angle. Souvent, il va falloir que tu utilises des distances focales plus élevées. Donc, il va falloir que tu te fies à d'autres techniques comme la façon que tu tiens ta caméra. Toujours tenir sa caméra à deux mains. Pas à une, t'es pas un gangster. Aussi, c'est super important de ne pas tourner avec les bras extensionnés comme ça. Ça, c'est une erreur que beaucoup de débutants font. En fait, tu veux toujours garder les deux coudes bien positionnés, bien collés de chaque côté de ton corps. Et ça, même s'il faut que tu lèves la caméra au niveau de ton visage, j'ai pas les coudes qui ressortent. Ils sont vraiment bien placés de chaque côté. Puis au niveau des poignets, c'est la même chose. Tu veux t'assurer que ce soit bien ferme, bien fixe. Tu veux pas des petits poignets mous là, qui ballottent la caméra de gauche à droite comme ça. Alors de cette façon-là, si tu fais un pan, disons de gauche à droite, de droite à gauche, c'est vraiment le haut de mon corps qui bouge. C'est pas mes poignets qui font pivoter la caméra, mais vraiment tout mon corps qui bouge à l'unisson. Et comme vous pouvez le voir dans cet exemple, c'est beaucoup plus fluide quand on utilise une bonne technique. Là, mettons que tu veux faire un genre de slide, un mouvement latéral de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est très important de ne pas le faire comme je viens de le faire avec les bras seulement. En fait, tu veux le faire au niveau des jambes. Alors, tu écartes les jambes, tu mets ton poids du côté où tu veux commencer ton mouvement, tu gardes les deux coudes bien placés de chaque côté de ton corps, on garde la caméra au même niveau et ensuite on transfère notre poids sur l'autre jambe pour créer notre slide et encore une fois, toujours garder la caméra au même niveau. Alors voici un exemple où j'ai fait un slide en utilisant mes bras seulement comme je vous l'avais montré au tout début. On voit clairement que ça monte un peu de haut en bas, ce qui fait que mon mouvement n'est pas vraiment fluide. Maintenant, si je fais mon mouvement en transférant le poids d'une jambe à l'autre, c'est beaucoup plus linéaire. Pas parfait, mais déjà, il y a une grande amélioration. Alors faites attention à la façon que vous bougez pendant vos mouvements. Puis déjà là, en utilisant une bonne technique, vous allez voir une grande amélioration au niveau de la fluidité de vos plans. Alright, la troisième technique, c'est d'utiliser un troisième ou même un quatrième point de contact sur ta caméra. Bon, les deux premiers points de contact sur la caméra sont évidemment les deux mains. Mais en ajoutant un troisième ou même un quatrième point de contact sur la caméra, vos mouvements vont être beaucoup plus fluides. Un premier point de contact supplémentaire, ça peut tout simplement être ton visage. Pour des gros mouvements, c'est peut-être pas l'idéal, mais pour des petits pans, des tilts ou même des plans fixes, c'est parfait. Tu peux aussi utiliser tout simplement ton coude. Alors, ce que tu fais, c'est que tu mets ta main qui n'est pas dominante sur ton épaule opposée. Tu t'assures que ton bras est parallèle avec le sol et ensuite, tu mets ta caméra dessus. Alors, premier point de contact, c'est la main sur la caméra. Le deuxième, c'est ta main sur l'épaule. Et le troisième, c'est ton coude. Et là, si tu veux et si ton plan te le permet, tu peux même utiliser ton visage comme quatrième point de contact. Alors, tu as ta main, ton épaule, ton coude et ton visage, ce qui fait que tes plans vont être encore beaucoup plus fluides. Si tu as une lanière pour ta caméra, place-la autour de ton cou et extensionne-la jusqu'à ce que tu sentes la tension. Quand tu fais tes mouvements, garde cette tension-là et tu vas voir, ça va éliminer tous les tremblements ou même les faux mouvements. Ce qui est cool avec cette technique-là, c'est que tu peux vraiment faire tout plein de mouvements, toujours en gardant ta caméra la plus droite et stable que possible. Si tu as un petit trépied style GorillaPod, tu peux l'utiliser comme support à l'épaule. Fixe ta caméra dessus, mets une patte sur ton épaule comme point d'appui, utilise les deux autres pour tenir le tout en place et utilise ton visage comme dernier point de contact. Tu vas pouvoir bouger dans presque tous les sens sans avoir de tremblement ni de faux mouvements dans tes plans. Finalement, au-delà d'ajouter un troisième ou quatrième point de contact, je te suggère de retenir ton souffle pendant ton mouvement. Pourquoi? C'est simple, quand on respire, on fait bouger le haut de notre corps sans qu'on s'en rende compte, ce qui fait bouger la caméra sans qu'on le veuille. Le quatrième truc, c'est de tourner à un ratio d'image plus élevé pour être capable de ralentir tes clips en montage.
Si tu tournes en 60 ou même en 120 images par seconde et qu'ensuite tu ralentis tes clips à 24 images par seconde en montage, bien, tes plans vont être beaucoup plus fluides. Pourquoi? Bien, parce qu'un clip tourné en 60 images par seconde qui durait à la base 4 secondes va maintenant durer 10 secondes une fois ralenti. Ce qui veut dire que tes faux mouvements ou même tes tremblements sont étendus sur une plus grande durée. Tu peux donc plus facilement trouver un petit bout dans ce 10 secondes-là de vidéo qui sera 100% fluide. Si tu veux pas faire de ralenti, mais qu'il y a quand même personne qui parle devant la caméra, ce que tu peux faire, c'est tourner à un ratio de 30 images par seconde et ensuite le ralentir à 24 images par seconde en montage. Comme tu ralentis seulement ton clip à 80% de sa vitesse originale, c'est pas considéré comme du vrai ralenti, mais ton image va quand même être plus fluide qu'elle l'était. Finalement, le dernier truc, c'est d'ajouter en montage un effet qui s'appelle le Warp Stabilizer sur ces clips vidéo. En gros, c'est un effet qui va stabiliser davantage tes clips en post-production. Là, je ne vais pas vous expliquer en détail comment appliquer cet effet-là sur vos clips vidéo parce que c'est quelque chose qu'on aborde dans le module numéro 4, dans le module montage. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que pour que l'effet fonctionne en montage, il faut déjà qu'à la base, que vos plans soient le plus fluides que possible. Si tu essaies d'appliquer un Warp Stabilizer sur un clip vidéo qui bouge dans tous les sens, bien, tu vas obtenir quelque chose comme ça, un clip rempli de distorsions artificielles. Par contre, voici un clip qui, à la base, a été tourné en utilisant plusieurs des techniques mentionnées dans cette leçon, puis déjà, c'est pas si mal. Mais là, si on ajoute un Warp Stabilizer, ça nous donne quelque chose comme ça. C'est encore plus fluide et c'est encore plus nice. Alors oui, ça peut faire des miracles, mais seulement si tu as fait un bon travail au niveau du tournage. Là, qu'est-ce qui arrive si tu veux suivre quelqu'un qui marche tout en marchant toi-même? Est-ce que c'est possible de faire des mouvements fluides même si tu n'as pas de stabilisateur? La réponse courte, c'est que c'est pas impossible. C'est certain que ça ne sera pas aussi fluide que si tu avais un stabilisateur, mais tu peux quand même avoir un très bon résultat. Alors, première chose, c'est de marcher comme si tu avais un stabilisateur dans les mains, c'est-à-dire comme un ninja. Alors, quand tu marches, tu veux toujours t'assurer de marcher talon à orteil. La deuxième chose, c'est dans la façon que vous tenez votre caméra. Tantôt, je vous ai mentionné de garder les deux coudes bien placés de chaque côté de votre corps, de garder vos bras, vos poignets le plus fixes que possible. Mais dans cette situation ici, c'est un peu différent. Plutôt que de garder les deux coudes bien serrés de chaque côté de mon corps, en fait, ils vont être un petit peu vers l'extérieur. De cette façon-là, ils peuvent un peu plus absorber le choc de mes pas. Et au niveau de la grip, alors la façon que je tiens la caméra, je vais la tenir le moins que possible. Je vais la soutenir, mais mon but, c'est que la caméra ressente le moins des vibrations possible. Il y a des gens qui vont dire de tenir la caméra dans cette position ici, mais moi, personnellement, je suis pas très à l'aise. J'aime quand même mieux avoir une main sur le côté, une main en dessous et d'essayer de la garder le plus stable que possible. Alors, en utilisant une bonne technique, une caméra et un objectif grand angle munis d'un système de stabilisation interne, en tournant en 120 images par seconde et en ajoutant un Warp Stabilizer en montage, je suis capable d'obtenir quelque chose comme ça. C'est pas parfait, non, mais déjà c'est 100 fois mieux que si j'avais pas appliqué aucune de ces techniques. Alright, avant de boucler tout ça, je veux terminer en vous montrant un exemple d'une séquence B-roll en utilisant toutes les techniques que j'ai mentionnées dans cette leçon. Ça ressemble à ça. Mettez ça en pratique et je vous jure, vos vidéos vont être transformées. Le sixième truc, c'est d'appliquer le concept du shoot to edit. L'idée, c'est d'imaginer ton montage au fur et à mesure que tu tournes dans le but de prendre connaissance des images que tu dois avoir et aussi comment les tourner pour que ton histoire soit complète et se tienne une fois rendue en montage. Ce que ça va te permettre de faire aussi, c'est de déterminer l'émotion que tu veux faire ressentir aux gens qui regardent ta vidéo. Parce qu'en sachant quelle émotion tu veux faire vivre, tu vas savoir comment tourner tes images. Par exemple, si tu tournes une vidéo de voyage qui se veut inspirationnelle ou même un mariage qui se veut féerique et joyeux, tu vas probablement vouloir que tes plans soient un peu plus lents. Donc, tu vas probablement vouloir tourner au ralenti. Si tu tournes une vidéo de sport ou d'action, ton montage risque d'être beaucoup plus rapide. Tu vas donc vouloir que les gens ressentent cet aspect d'adrénaline. Tu vas aussi peut-être utiliser différents points de vue pour que les gens se sentent dans l'action et non comme s'ils étaient spectateurs de l'action. Le but derrière le shoot to edit, c'est de ne pas arriver en montage et de réaliser qu'il te manque des plans que tu aurais dû filmer d'une autre manière. Alors sur le terrain, pose-toi les questions suivantes. Quelle est l'émotion que je veux faire vivre avec ma vidéo? Comment est-ce que je dois filmer ma vidéo pour faire vivre cette émotion-là? Est-ce que je dois filmer en temps réel, en ralenti? Quel genre de plan est-ce que j'ai besoin pour raconter mon histoire? Des plans larges, des plans rapprochés, etc.
Tourne en conséquence, puis tu vas voir, une fois rendu en montage, ça va être beaucoup plus simple d'assembler tes images parce que ton histoire, ben, tu vas l'avoir juste là, dans la tête. Alright! Le 7e et dernier truc pour donner un look pro à tes vidéos, ben, c'est le montage. Moi, c'est l'étape de production que je préfère parce que c'est vraiment là que tu donnes vie à ce que tu avais imaginé. Évidemment, il y a plusieurs étapes au montage, mais dans ce masterclass-ci, on veut partager les deux qui font vraiment, selon nous, toute la différence et qui s'appliquent peu importe le logiciel ou l'application que vous utilisez. Numéro 1, c'est de bien choisir votre musique. La musique, c'est l'élément qui va le plus t'aider à raconter ton histoire. La musique en soi nous fait vivre des émotions. Si tout va bien dans ta vie, tu es heureux, ben tu vas sûrement écouter du pop, de la musique avec un bon rythme. Si tu vis une peine d'amour, ben les chansons que tu vas écouter de la musique triste. Bref, tu vas te retourner vers le style musical qui va avec la façon que tu te sens dans le moment présent. C'est la même chose avec un montage. Choisis toujours une trame musicale qui va te permettre de faire vivre une émotion particulière à tes spectateurs. Moi, je peux passer des heures, voire même des jours, sérieusement, à trouver la ou les musiques parfaites quand je monte une vidéo. Si quand j'écoute la musique, je peux fermer mes yeux, imaginer mon montage et avoir des frissons, ben je sais que j'ai trouvé la bonne. Maintenant, une question qu'on reçoit souvent, c'est où est-ce que je peux trouver de la musique pour mes vidéos? Eh bien, c'est une bonne question parce que non, tu peux pas utiliser n'importe quelle piste musicale pour tes vidéos. Tu dois choisir absolument de la musique libre de droit. Pourquoi? Ben de un, parce que sinon ta vidéo pourrait être bloquée, chose qui serait vraiment nulle si tu as passé des heures à faire le montage, ou même de deux, tu ne pourras pas la monétiser. Alors voici quelques ressources où trouver de la musique libre de droit pour tes vidéos. Alors, comme option gratuite, ben, il y a YouTube. Tu as juste besoin de chercher Copyright Free Music et tu vas trouver plusieurs chaînes qui te proposent de la musique libre de droit que tu peux ensuite télécharger. Sinon, il y a aussi l'option de devenir membre d'un site payant qui offre de la musique libre de droit. Un des gros avantages d'avoir un abonnement, c'est que la musique est beaucoup plus unique. Disons que tu ne te retrouves pas à utiliser la même musique que tout le monde sur Internet. Aussi, tu peux utiliser ces pistes musicales-là pour des projets commerciaux, donc des projets où tu te fais payer, chose que tu ne peux pas faire avec la musique trouvée sur YouTube. Nous, personnellement, on aime bien Epidemic Sound, Soundstripe, MusicBed et Artlist. En moyenne, tu vas payer environ 20 $ par mois pour ton abonnement sur ces sites-là et tu peux télécharger autant de musique que tu veux. Une fois que tu as trouvé ta musique, ben tu peux commencer à monter et donner du rythme à ta vidéo. Tu vas pouvoir commencer à marier les images à l'audio. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter encore une fois dans une leçon de la formation Filmmakers on the Go pour vous montrer comment faire ça. Et oui, peu importe le logiciel que vous utilisez, ben vous pourrez appliquer ces techniques. Alright guys, dans cette leçon, je veux vous montrer comment bien monter sur la musique. C'est vraiment une base en montage parce que c'est ce qui donne du rythme à ta vidéo. C'est ce qui fait que tes clips vidéo se marient bien avec ta piste audio. Alors, j'ai choisi une musique que je vais vous faire écouter à l'instant même. Okay. Comme vous pouvez l'entendre, c'est une musique qui a un bon tempo, c'est quand même assez rapide. Et encore une fois, comme dans la leçon précédente, ça aide toujours quand tu as une oreille musicale développée. En d'autres mots, ça aide quand tu es capable de savoir où est le 1, le 2, le 3 et le 4 dans ta chanson. Alors, dans cet exemple ici, 1, 2, 4, 1, 2, 4. OK, là, alors si on écoute bien, dans l'arrière-plan, on entend vraiment la bass du drum. Il y a comme une espèce de boom, boom, boom. C'est ce qui nous dit que c'est le 1, le 2, le 3 et le 4. On peut réécouter une dernière fois. OK, une fois que tu as établi le rythme de ta chanson, ben c'est beaucoup plus facile ensuite de pouvoir monter sur la musique. Une chose commune que je vois souvent faire les débutants, c'est qu'ils vont toujours couper sur le 1. Alors, en d'autres mots, tous leurs clips vont avoir la même durée sur la musique et on va toujours savoir quand va venir le prochain clip. Je vous donne un exemple. Disons que je prenais quelques clips ici. Bon, je sais que mon 1 devrait être où est ma coupe ici. OK. Fait qu'on va faire une coupe à tous les 1. 1, 4, 1,
Fait qu'ici environ, j'utilise toujours la barre d'espacement pour jouer et arrêter. C'est beaucoup plus facile d'arriver directement sur le rythme. Alors, si on veut vraiment être précis, on peut encore une fois utiliser les flèches pour aller trouver notre temps. Fait qu'on écoute. Ici, on entend que ça coupe. Alors, on va allonger ça un petit peu. OK. 1, 1. Fait qu'on va chercher le prochain. Fait qu'on entend ça. Ça, c'est notre 1, ce qui veut dire qu'on va aller chercher notre prochain clip. On va l'apporter ici. Puis on va s'assurer qu'on le coupe exactement sur le beat. Ici, encore une fois. Fait qu'on utilise les flèches. On entend ici le beat. Alors, on va aller chercher un prochain clip. On va l'apporter ici. On va s'assurer qu'il est bel et bien sur la ligne. On va faire ça avec un dernier clip. 1, 2, 3, 4, 1. Et là, techniquement, j'ai monté sur la musique, mais tous mes clips ont la même durée. Et ça donne ça. C'est pas mauvais dans le sens que j'ai monté sur le rythme, mais il n'y a aucun dynamisme parce que tous les clips ont la même durée. Là, j'ai 10 secondes de montage. On se dit déjà, bon, c'est un petit peu long, il n'y a pas vraiment de rythme là-dedans. Fait qu'imaginez si tout mon montage était comme ça. Ça serait plate. C'est pourquoi c'est super important de varier la durée de ses clips vidéo sur sa musique. Alors, truc numéro 1, c'est que plutôt de faire ses coupes toujours sur le 1, ben, on peut aussi les faire sur le 2, le 3 et le 4. Exemple. Fait que la musique est quand même assez rapide. Fait que ce que je vais faire, c'est que pour les premières quelques images, on va couper à tous les temps. 1, 2. Fait qu'encore une fois, on utilise les flèches pour trouver notre beat. Dans ce cas ici, on l'entend juste ici. Alors, on clique sur notre deuxième clip. On le fait glisser. Même chose pour le 3. Puis le quatrième, si on veut, on peut le faire durer un peu plus longtemps. OK, puis le couper juste ici. Ce qui m'apporte à mon deuxième truc, c'est que plutôt que de couper exactement sur le temps, sur le beat, bien, on coupe sur le demi-temps ou ce qu'on appelle en anglais le off-beat. Pour trouver le off-beat, c'est assez simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est dire « et » entre chaque temps. Fait que 1 et 2 et 3 et 4. Alors le « et », ça représente ton demi-temps. Exemple, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. OK? Fait que comme vous pouvez voir, le dernier clip, je l'ai coupé exactement sur le « et ». Et de cette façon-là, ben, ça vient dynamiser mon montage parce que les gens ne s'attendent pas nécessairement à ce que je coupe à ce moment-là. Moi, personnellement, j'adore couper sur le demi-temps. Je trouve que c'est moins brusque. C'est un peu plus subtil, en fait, parce que notre oreille ne s'y attend pas nécessairement. C'est moins agressant, selon moi. Fait qu'on peut continuer. OK, fait qu'on va couper ici. Puis même si j'arrête puis je mets un clip, après ça, on peut toujours le modifier comme on veut. C'est jamais coulé dans le béton. Encore, j'ai coupé sur le « et », mais cette fois-ci entre le 2 et le 3. Puis si on regarde, là, vous pouvez voir que mes clips ont pas mal tous des durées différentes. Bon, les 3 premiers sont égales, c'est correct, on est sur le temps. Mais après ça, on allonge un petit peu la 4e et encore la 5e est un peu plus longue aussi. OK, fait que là, dans ce cas ici, je pense que je pourrais retourner à une coupe sur mon temps exact, sur le beat. Fait qu'ici, fait qu'on écoute. Juste ici, parfait. Puis comme vous pouvez voir, là, je recommence souvent mes séquences juste pour voir si j'aime le rythme de mes coupes. OK, on va y aller pour un demi-temps encore. OK, fait qu'ici, on est sur le demi-temps ici, sur le temps exact ici et sur le demi-temps encore le prochain clip.
Alors, vous voyez comment je joue avec la durée de mes clips? Bien, c'est exactement ça qu'il faut faire quand vous faites vos montages. Fait qu'en sachant bien choisir la musique de tes vidéos et en sachant monter sur le rythme de la musique, ben tu t'assures déjà à la base de raconter une histoire qui fera vivre des émotions, peu importe la qualité de tes images. La deuxième chose que tu peux faire en montage pour donner un rendu pro et cinématographique à tes vidéos, c'est d'ajouter des effets sonores et de créer du sound design. Simplement dit, le sound design sert à ajouter davantage une atmosphère à tes vidéos et de donner l'impression au spectateur qu'il est là, sur place, dans l'environnement où ta vidéo a été tournée. Alors par exemple, voici un court extrait d'un montage sans l'utilisation d'effets sonores. Ça passe quand même bien. Heureusement, la musique est responsable pour beaucoup, mais il manque quand même de quoi. Alors voici maintenant le même exemple, mais avec cette fois-ci des effets sonores. Alors, tous les sons que vous avez entendus ont été ajoutés par la suite pour donner vie à notre environnement. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs étages d'effets sonores pour créer l'atmosphère que je voulais. Ça, c'est pas mal nice. Donc, prenez le temps d'ajouter des effets sonores à vos vidéos et vous verrez toute la différence. Alright people, ce sont les 7 trucs que vous pouvez appliquer dès maintenant pour donner un look pro à toutes vos vidéos, peu importe l'équipement que vous utilisez. Tournez en 24 images par seconde, prenez le temps de bien composer vos plans, utilisez la lumière naturelle à son plein potentiel, variez et donnez du mouvement à vos plans de caméra. Prenez l'habitude d'appliquer le principe du shoot to edit en tournage, choisissez la bonne piste musicale et montez sur le rythme de la musique et ajoutez des effets sonores à vos montages et vous aurez des vidéos beaucoup plus pro, c'est certain. Évidemment, on fait que gratter la surface, il y en a beaucoup plus que ça à apprendre, mais déjà, ça donne une bonne base. Fait que that's it people, c'est ce qui complète notre masterclass. On espère que vous avez apprécié, mais surtout, on espère que vous allez mettre en pratique tout ce qu'on vous a enseigné dans la dernière heure. On vous invite aussi à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Sur ce, lâchez pas, tout est possible, suffit juste de le vouloir. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!